Alors, nous allons aborder aujourd'hui la deuxième période de l'histoire constitutionnelle haïtienne. Eh bien, c'est une période qui est vraiment mouvementée dans la mesure où celle-ci prend naissance après la première période couramment appelée période d'expérimentation ou de tâtonnement du régime politique. Les acteurs politiques au cours de la première période ont beaucoup expérimenté les régimes politiques. C'est dans cette perspective, au cours de la deuxième période, il va y avoir deux grands courants politiques qui vont être au cœur de la deuxième période. Il s'agit du premier courant couramment appelé le régime parlementaire libéral et le présidentialisme à vie ou le régime présidentiel autoritaire, d'accord, à vie. Donc ce sont ces deux grands courants-là qui seront au cœur de la deuxième période constitutionnelle haïtienne. Eh bien, on appelle cette période entre le passage du libéralisme et la conservation du régime présidentiel à vie. Alors, durant la deuxième période de l'histoire constitutionnelle haïtienne, il existe environ 8 grandes constitutions qui seront élaborées par les acteurs politiques. Il s'agit de la première constitution qui est purement libérale, qui annonce la fin du régime autoritaire des Boyers. C'est la constitution de 1843, qui est l'effet de la crise de 1843, qui est l'effet des contradictions survenues lors des grands mouvements de contestation du régime autoritaire des Boyers. Il y a la constitution de 1846, qui est celle élaborée par André Richer, qui légalise la dictature présidentielle à vie. Et plus tard, en 1849, avec Soulouk, couramment appelé Faustin Ier, il va y avoir une nouvelle constitution qui sera en vigueur, à savoir celle de 1849, couramment appelée la constitution impériale instaurée par Soulouk, ce président qui met fin au gouvernement de Double. Et plus tard, en 1867, avec l'arrivée de Geoffroy, il y aura une quatrième constitution qui sera élaborée. Ce sera une constitution purement libérale qui met fin à la longue période dictatoriale de Soulouk et de Geoffroy. Donc, vous savez que en 1867, il faut qu'on arrive à élaborer une nouvelle constitution en vue de reprendre les idéaux de la révolution de 1843. Et c'est pourquoi vous allez voir que la constitution de 1867 est une constitution purement libérale qui réclame un régime représentatif en termes de séparation des pouvoirs de manière équilibrée. Donc, on met fin à la dictature présidentielle à vie. À partir de l'année 1870, il va y avoir un affrontement entre les deux grands partis politiques, à savoir les partis libéral et les partis national. Eh bien, il va y avoir, c'est ce qu'on appelle, un affrontement entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif à la recherche
d'un équilibre entre ces deux grands pouvoirs. Donc, il faut qu'on arrive à une synthèse d'équilibre. Parfois que vous allez voir, après 1870, les prochaines constitutions, tantôt elles seront de tendance libérale à prépondérance parlementaire, tantôt celles-ci seront des tendances exécutives en ce qui a trait au renforcement des prérogatives du pouvoir exécutif. Donc, il faut qu'on arrive à une synthèse, rechercher un équilibre entre ces deux grands pouvoirs. C'est dans cette perspective, en 1874, il y aura une nouvelle constitution qui sera élaborée, plus particulièrement le concepteur de cette constitution est Septimus Rameau. Et par contre, cette constitution va augmenter la durée du mandat présidentiel à 8 ans. Même si vous allez voir, cette constitution ne sera pas appliquée, en 1879, l'affrontement entre les libéraux et les nationaux va entraîner, eh bien, l'apparition, l'élaboration d'une nouvelle constitution en 1879 où on va instaurer ce qu'on appelle le septennat, c'est-à-dire la durée du mandat présidentiel sera fixée à 7 ans. Et vous allez voir, ce même septennat sera repris dans la Constitution de 1888 et celle de 1889. Et en 1889, c'est la fin d'un cycle constitutionnel. C'est la fin de cette période constitutionnelle couramment appelée entre le passage du libéralisme et la conservation du présidentialisme à vie. Donc en 1889, on est arrivé à une synthèse d'équilibre entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs. Et cela a entraîné ce qu'on appelle, eh bien, une stabilité constitutionnelle pendant 29 ans. Donc de 1889 à 1918, le pays n'a jamais connu un changement constitutionnel. On n'a jamais expérimenté de nouvelle constitution de 1889 à 1918. Pourquoi? C'est parce que la constitution de 1889 traduit une synthèse d'équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et ça crée une stabilité constitutionnelle. Mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire que après 1889, il n'y aura pas de l'instabilité politique dans le pays. Après 1889, le pays connaîtra d'énormes instabilités politiques connues. Mais par contre, on n'arrive jamais à changer, à expérimenter de nouvelles constitutions. Alors, il faut essayer de comparer ces deux grandes périodes. La première période, qui est celle d'expérimentation ou de tâtonnement de régime politique, qui a pris fin en 1816, qui instaure une stabilité constitutionnelle pendant 27 ans, avec, eh bien, l'arrivée des Boyer au pouvoir après la mort des Pétion, eh bien, pendant 27 ans, que le pays n'a jamais, eh bien, connu l'expérimentation de nouvelles constitutions. Et vous allez voir que, après la période de 1889, il existe une stabilité constitutionnelle, mais par contre, il y aura de l'instabilité politique. Et cependant, dès la première période, après 1816, il existe pendant 27 ans une période de stabilité constitutionnelle et il y aura aussi une stabilité politique. Pourquoi? C'est parce que on n'arrive jamais à renverser le pouvoir en place. Donc, vous remarquez que la deuxième période constitutionnelle, c'est une période qui est vraiment mouvementée dans l'histoire constitutionnelle haïtienne, de la mesure où, durant 1843 à 1889, le pays a expérimenté environ 8 grandes constitutions qui se fondent autour de 2 grands régimes politiques, à savoir le régime parlementaire
à prédominance libérale et le régime présidentiel à prépondérance à vie. D'où la raison pour laquelle, donc la deuxième période, elle est fruit de l'expérimentation de la première période. Pourquoi? C'est parce que les acteurs politiques ont beaucoup expérimenté les régimes politiques au cours de cette première période. Et c'est de cette perspective, vous allez voir, ces deux grands courants vont s'affronter tout au long de la deuxième moitié du 19e siècle. Alors pourquoi on donne cette appellation à la deuxième période? Pourquoi parle-t-on du passage, donc entre les passages du libéralisme et la conservation du régime présidentiel? C'est parce que en 1843, il va y avoir un changement radical dans l'ordre constitutionnel haïtien. C'est parce que le régime présidentiel a perduré pendant environ 27 ans. Et vous savez que le régime boyeriste, c'était un régime autoritaire, dictatorial, minatrice, despotique, obscurantiste. Et ceci étant dit, il faut qu'on arrive à renverser le régime autoritaire des Boyes. Pourquoi? C'est parce qu'il va y avoir des grands mouvements de contestation contre l'administration des Boyes. Et ces mouvements de contestation sont les fruits des contradictions de classe, sont les fruits d'une crise en effervescence. C'est pourquoi Stephen Maninga, il parle de ce qu'on appelle la crise de 1843. C'est une crise qu'il faut comprendre au niveau superficiel des événements. Il s'agit d'un gouvernement au pouvoir et un autre à élire. Dans cette perspective, ce nouveau gouvernement qui tente de chambarder l'ordre dictatorial des Boyers, elle est fruit de la révolution de 1843, elle est fruit de la crise de 1843, elle est fruit du mouvement des poilins, c'est-à-dire cet acteur politique qui est l'homme du Sud, qui annonce la révolution, qui annonce un ensemble de revendications contre le régime boyeriste. Et c'est pourquoi, avec l'élaboration de la Constitution de 1843, cette Constitution vise à instaurer un régime démocratique libéral, un régime représentatif fondé sur ce qu'on appelle sur la séparation stricte des trois grands pouvoirs de l'État. C'est une constitution qui va prôner un régime anti-mulatriste, anti-despotique, anti-boyeriste, anti-obscurantiste, en vue d'arriver à ce qu'on appelle à une séparation équilibrée des pouvoirs, tout en opérant des changements radicaux dans l'ordre constitutionnel haïtien. Mais ceci étant dit, avec l'arrivée de cette nouvelle constitution en 1843, vous allez voir, il va y avoir un complot contre l'application d'une telle constitution. Pourquoi? C'est parce que la constitution de 1843 était trop libérale. Les oligarques ne voulaient pas opter pour son application. Pourquoi? C'est parce que c'était trop libéral. Donc, il va y avoir un complot contre ce petit monstre. C'est un petit monstre. Pourquoi? C'est parce que cette constitution vise à chambarder la tradition constitutionnelle instaurée par Pétion en 1816. D'où la raison pour laquelle certains acteurs politiques qui font la promotion pour l'esprit libéral prôné par la Constitution 43, ce sont ces mêmes personnes qui vont barrer la route à l'application de cette Constitution. Ce sont ces mêmes personnes qui vont se comploter
contre cette nouvelle constitution. Comment peut-on comprendre de tels complots? Un tel complot se traduit dans le cadre des contradictions des classes. Un tel complot se traduit dans le cadre des rivalités entre les différentes factions des groupes militaires. Pourquoi? C'est parce que cette constitution tente à faire voler en éclats les castes militaires, mais ceci étant dit, vous allez voir que les castes militaires ne voulaient pas céder les privilèges qui leur sont accordés par la Constitution de 1816 au profit d'un pouvoir civil. C'est dans cette perspective, vous allez voir, il va y avoir une querelle, des controverses autour de l'application de la Constitution de 1840. Et à quel point vous allez voir, avec Richer, on arrive à légaliser la dictature présidentielle avec l'élaboration de la Constitution de 1846. Pourquoi Richer arrive à conserver la dictature présidentielle au lieu d'appliquer la Constitution de 1843? Vous remarquez comment il y a une conservation du régime présidentiel à vie. Après 3 ans, qu'est-ce qui explique la non-application de la Constitution de 1843? Et vous remarquez que, eh bien, Richer allait légaliser la Constitution, la dictature présidentielle avec l'élaboration d'une nouvelle Constitution, tout en réclamant le pouvoir à le pouvoir. Et vous allez voir, en 1849, Soulou, couramment appelé Faustin Ier, était élu sous l'empire de la Constitution de 1846. Et vous allez voir, et plus tard, il va élaborer sa propre constitution en réclamant le pouvoir impérial en 1849. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est un régime impérial fondé sur l'autoritarisme présidentiel. C'est un régime impérial fondé sur la terreur. C'est un régime impérial qui essaie de recaricaturer, de reschématiser les mêmes structures constitutionnelles de Toussaint Louverture, les mêmes structures constitutionnelles de Dessalines et celles de Christophe. Vous remarquez, il y a ce qu'on appelle la réapparition de la monarchie comme étant un pouvoir qui se fonde sur la dynastie. Et c'est Soulou, je dirais, qui va implanter cette nouvelle constitution au détriment des valeurs libérales. Et de 1849 à 1859, ce régime impérial a perduré pendant une décennie avec Soulou. Et vous allez voir, il va y avoir des conspirations armées contre Soulou. Et son renversement va entraîner ce qu'on appelle l'apparition de Pape Nicolas Giffroy, qui sera élu président à vie sous l'empire de la Constitution de 1846. Vous remarquez qu'il y a une prolongation dictatoriale. Pourquoi? C'est parce que les acteurs politiques voulaient plutôt conserver le régime présidentiel à vie au lieu d'appliquer la Constitution libérale de 1843 qui vise à instaurer ce qu'on appelle un pouvoir démocratique. Et après la dictature de Giffroy, qui s'est soldée sous l'empire constitutionnel de 1846, il va y avoir l'arrivée d'une nouvelle constitution en 1867. Cette nouvelle constitution essaie de reproduire les valeurs libérales. Pourquoi? C'est parce que il y a une conservation du libéralisme. Il n'existe pas seulement la conservation du régime présidentiel à vie, mais il existe encore la reschématisation des valeurs libérales. Et c'est pourquoi, dans la Constitution de 1867, eh bien, sur laquelle Message Sagé sera élu président, qu'est-ce qui va se passer? C'est une constitution qui va mettre fin, c'est ce qu'on appelle, eh bien, au vieux schéma traditionnel autoritaire instauré par Pétion, par Royer, par Soulou et par Giffroy. Donc, la Constitution 67 est une constitution libérale, purement démocratique, n'est-ce pas, qui tend à mettre fin, c'est ce qu'on appelle, eh bien, aux traditions autoritaires. À partir de 1870, eh bien, vous allez voir que le pays a connu
une guerre civile. Il va y avoir une guerre civile contre l'administration du gouvernement de Salnave. Et depuis 1867, sous Geoffroy, 1864 à 1867, le pays a connu une guerre civile intense. Et c'est pour la première fois que vous allez voir que les pays étrangers vont s'immiscer dans cette guerre civile. Plus particulièrement l'Angleterre, eh bien, apportation de l'aide à Geoffroy, et ceci étant dit, l'implication de la force étrangère dans cette guerre civile allait entraîner des conséquences néfastes sur la population, sur le fonctionnement du système économique, social et politique. Et cette guerre civile allait avoir de graves conséquences sur le devenir de la nation. Et par contre, avec l'arrivée de Salnave, la guerre civile sera au cœur des contradictions socio-politico-économiques. Et avant son mandat en 1870, eh bien, Salnave a été, je dirais, a été démissionné par la force. Pourquoi? C'est parce que il y avait une conspiration armée contre son administration, malgré Salnave ne voulait pas bien appliquer ce qu'on appelle un régime dictatorial, mais ceci étant dit, les rapports des forces politiques vont entraîner ce qu'on appelle bien, un coup dur aux opposants politiques. Pourquoi? C'est parce que Salnave allait prendre des mesures drastiques pour conserver son pouvoir. Et ceci étant dit, eh bien, les militaires vont aussi comploter contre Salnave et par contre, le pays va connaître ce qu'on appelle un ensemble de dérives et ce sera l'affrontement entre les libéraux et les nationaux. À partir de 1870, il y a la montée en effervescence de ce qu'on appelle de la recherche d'un équilibre entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs. Pourquoi? C'est parce que on arrive à remarquer parfois les pouvoirs exécutifs possèdent certaines prérogatives plus que le pouvoir législatif. Et parfois, c'est le pouvoir législatif qui a plus de prérogatives que le pouvoir exécutif. Donc, dans un tel état de fait, il faut rechercher un équilibre entre ces deux grands pouvoirs pour assurer la stabilité politique. Et c'est pourquoi vous allez voir l'affrontement entre les libéraux et les nationaux, ces deux grands partis politiques, vont entraîner ce qu'on appelle l'élaboration de plusieurs constitutions. Les 4 autres constitutions qui seront élaborées lors de la deuxième période sont les fruits des affrontements entre les libéraux et les nationaux, tout en recherchant une synthèse d'équilibre entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs. Et vous allez voir, la constitution de 1874, c'est les fruits du courant libéral. Septimus Rameau est le principal concepteur d'une telle constitution, même si celle-ci ne sera pas appliquée, mais c'est une constitution qui accorde des prérogatives au pouvoir exécutif. Pourquoi? C'est parce que le Parlement ne pouvait pas élire le président de la République. C'est plutôt un conseil d'État qui avait la prérogative de nommer le président de la République pour une durée de 8 ans. Donc, vous remarquez que cette constitution ne sera pas appliquée. Mais qu'est-ce qui va y arriver? Eh bien, en 1879, on va élaborer une nouvelle constitution tout en essayant de rechercher une synthèse d'équilibre entre les pouvoirs exécutifs et le pouvoir législatif. Et en 1888, il va y avoir aussi la continuation en ce qui a trait à l'affrontement entre les libéraux et les nationaux. Et on a expérimenté une nouvelle constitution en 1888. Et puis en 1889, c'est la fin de tel cycle constitutionnel. C'est parce qu'on est arrivé à une synthèse d'équilibre, on est arrivé à une sorte de contrebalance. Le pouvoir exécutif arrive à contrebalancer le pouvoir législatif. Donc, il existe une synthèse d'équilibre entre ces deux grands pouvoirs de l'État qui trouve cette synthèse d'équilibre trouve son fondement dans ce qu'on appelle dans cette fameuse constitution de 1889 qui va assurer ce qu'on appelle une stabilité constitutionnelle pendant 29 ans. Il faudra attendre l'arrivée de l'occupation américaine
en 1915 pour qu'on arrive à expérimenter une nouvelle constitution en 1918. Et ceci étant dit, avec l'arrivée de la constitution de 1918, ce sera, eh bien, la liquidation complète, d'accord, de la structure constitutionnelle de 1889, d'accord, qui a été élaborée dans le cadre d'un rapport d'équilibre en ce qui a trait à une synthèse entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc, la raison pour laquelle il faut essayer de comprendre les fondements d'une telle période, une période qui est vraiment mouvementée. Le point de départ de cette période, eh bien, est considéré comme étant une période qui est mouvementée en ce qui a trait à l'apparition de la Constitution de 1843, qui est une constitution purement libérale, qui annonce la fin du régime autoritaire des Boyer. Mais par contre, cette belle constitution libérale qui se fonde sur le manifeste des Poilins, qui se fonde sur les contradictions des classes, qui se fonde sur la crise de 1843, ne sera jamais appliquée. Mais il faut essayer de retenir que les deux grands courants constitutionnels qui s'affrontent au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, ces deux grands courants sont les fruits des contradictions, des factions de classe, en ce qui a trait à une bataille pour le pouvoir. Mais cette bataille pour le pouvoir trouve son fondement au sein des grandes conspirations armées. Vous allez voir, il n'y avait pas un problème de constitution, mais il y avait plutôt un problème de pouvoir. C'était le pouvoir qui représente la source ou bien de l'instabilité politique chronique. Fondée, c'est ce qu'on appelle une approche réaliste. Et vous remarquez, à chaque fois qu'on élabore une nouvelle constitution, les rapports des forces politiques arrivent à avoir la préséance sur ce contrat social. Et ceci étant dit, la conspiration armée essaie de déstabiliser le pouvoir en place en essayant de procéder à un ensemble de renversements. Et vous allez voir, de 1843 à 1889, tous les pouvoirs qui étaient en place, eh bien, leur déstabilisation trouve un véritable fondement en ce qui a trait aux grandes conspirations armées. Et c'est pourquoi vous allez voir que certains penseurs disent que il n'y avait pas un affrontement. Donc, l'affrontement entre le régime parlementaire libéral et le pouvoir exécutif à vie, eh bien, ce sont deux grands courants politiques, certes, servant à générer, c'est ce qu'on appelle l'élaboration de notre constitution, mais cependant, le courant militariste a la préséance sur ces deux grands courants constitutionnels. Pourquoi? C'est parce que les conspirations militaires jouent un rôle fondamental, clé pour la prise des pouvoirs. Donc, c'est pas, eh bien, l'élaboration d'une constitution tantôt à tendance libérale ou tantôt à tendance autoritaire qui a la préséance, c'est plutôt, eh bien, le courant militariste. Et les Américains comprennent, eh bien, cet enjeu. C'est pourquoi, dès l'arrivée de l'occupation américaine, eh bien, les Américains vont procéder à une réforme armée. Pourquoi? C'est parce que il faut qu'on arrive à fixer de nouvelles règles pouvant réorganiser l'armée. Pourquoi? C'est parce que l'armée était considérée comme étant une force de contrepoids servant à déstabiliser les pouvoirs en place. Et c'est pourquoi l'armée aura une nouvelle fonction avec la l'occupation américaine. Vous remarquez, l'armée n'aura pas les mêmes fonctions traditionnelles
l'armée aura une fonction de répression, c'est-à-dire pour asseoir l'occupation américaine. Et cette fonction de répression, c'est juste pour pouvoir, eh bien, asseoir l'occupation américaine qui va perdurer pendant une longue durée. Et ceci étant dit, l'armée n'aura pas à déstabiliser les pouvoirs en place. Et vous allez voir, eh bien, tous les présidents qui se sont succédés sous l'occupation américaine ont connu, c'est ce qu'on appelle, eh bien, une stabilité politique. Donc l'armée n'arrive pas à conspirer contre ces gouvernements, contre ces administrations. Et vous allez voir que après l'occupation américaine, ce sera le retour des lézards, le retour des hommes armés sur la scène politique, après le départ de l'ESCO, après la crise de 1946. Et vous allez voir Paul Eugène Magloire comme étant un militaire, lui, il sera eh bien, un véritable conspirateur eh bien, qui va participer à un ensemble de déstabilisation des différents gouvernements en place. Et Duvalier a compris cet enjeu. Et dès son arrivée au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, Duvalier, eh bien, il va créer une milice en parallèle avec cette force armée qui est considérée comme une force de contrepoids, qui est considérée comme étant une source déstabilisatrice des différents pouvoirs en place. Et vous remarquez, Aristide a démobilisé cette force armée en 1995 et aujourd'hui, nous remarquons que la scène politique eh bien, se fonde sur de nouveaux enjeux en termes de contradictions de classe qui entraînent une instabilité chronique. Moi, je me suis dit, c'est plutôt les mouvements populaires eh bien, qui seront au cœur des contradictions en termes des rapports de force politiques. Ce sont les mouvements populaires qui joueront le rôle eh bien, de la fonction des forces armées en termes de déstabilisation des pouvoirs en place. Et après les mouvements populaires, et actuellement, pour moi, ce sont les gangs armés qui deviennent une force de contrepoids contre les différentes administrations en place. Ce sont les gangs armés qui représentent une source de conservation ou de déstabilisation des différents pouvoirs en place. Donc, c'est une belle période constitutionnelle. Et ceci étant dit, donc, cette deuxième période constitutionnelle, c'est une grande période constitutionnelle qu'il faut comprendre en ce qui a trait à un ensemble de contradictions survenues de 1843 à 1889. Et certains auteurs disent que cette période est comprise entre 1843 à 1918. Pourquoi 1918? C'est parce que après 1889, le pays ne connaîtra jamais l'expérimentation de nouvelles constitutions. Donc c'est la fin de l'exposé d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Si vous avez, oui, vous avez une question. La première période et la deuxième période. Alors la première période pourrait m'appeler période de tâtonnement et la deuxième période pourrait m'appeler passage du libéralisme et la conservation du présidentialisme à vie. Alors, durant la première période, vous avez parlé pas de changement de constitution. Alors, on a constaté une stabilité constitutionnelle et une stabilité politique. Bien. Et durant la deuxième période, on a constaté une stabilité constitutionnelle, mais pas de stabilité politique. Alors, j'aimerais savoir. Alors, c'est pas durant la deuxième période, non. Après la fin de la deuxième période. Ok, merci. Oui, alors, après la fin de la deuxième période. Après la fin de la première période, il existe une stabilité constitutionnelle pendant 27 ans et aussi une stabilité politique. Pourquoi parle-t-on de cette stabilité politique? C'est parce que on n'arrive jamais à renverser le gouvernement en place, l'administration en place.
Boyer resta au pouvoir pendant 23 ans. N'est-ce pas? Et après la fin de la deuxième période, de 1889 à 1918, le pays a connu une stabilité constitutionnelle. Est-ce que vous voyez? Mais il existe une instabilité politique. Pourquoi? C'est parce qu'il y aura beaucoup de gouvernements de transition. Et vous savez qu'avant l'occupation américaine, environ 6 gouvernements éphémères de 1910 à 1915. C'est ce que vous remarquez. Et en 1901, la crise concernant Noor-Alexis et Anténor Firmin, d'accord, avant l'avènement de Noor-Alexis, durant cette période, il y a de l'instabilité politique. Mais malgré cette instabilité politique, les acteurs politiques n'arrivent jamais à changer de constitution. Mais permettez que je vous dise, lorsque je parle de la stabilité politique pour la première période, après la fin de la première période constitutionnelle, c'est en ce qui a trait, eh bien, à un non-renversement, d'accord, de l'administration en place. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas, c'est ce qu'on appelle, eh bien, des mouvements de contestation contre le régime en place. Et c'est vous voyez, il y avait de grands mouvements de contestation à tel point, il y a des contestations parlementaires. Donc, il y a un homme comme David Saint-Roué et Héra Dumelt. Donc, à la Chambre des représentants, ce sont des parlementaires qui étaient considérés comme des contestataires, des hommes d'État qui contestent le pouvoir de Boyer. Et vous allez voir, à partir de la dernière législature, à partir de 1842, il va y avoir ce qu'on appelle les mouvements de contestation contre le régime de Boyer. Et ceci étant dit, la Chambre des représentants, par les biais, eh bien, des hommes du Sud, eh bien, plus particulièrement Héra Dumelt, David Saint-Roué, eh bien, ces parlementaires-là vont remettre en question, c'est ce qu'on appelle, eh bien, l'administration de Boyer, qui se fonde sur un régime autoritaire. Mais, même avant la dernière législature, depuis 1830, eh bien, les parlementaires ont pris des contre-pieds contre l'administration de Boyer, même si c'était pas, eh bien, des mouvements révolutionnaires, mais c'est plutôt des mouvements réformistes. Pourquoi? C'est parce que ces parlementaires voulaient opter pour une réforme constitutionnelle et ils demandent à Boyer de réformer la Constitution, ce qui a trait à un amendement pour pouvoir, eh bien, mettre fin, eh bien, à ce qu'on appelle au régime présidentiel à vie. Mais Boyer n'arrive pas à amender la Constitution. Pourquoi? C'est parce que c'était le Sénat qui avait cette prérogative de déclencher l'amendement constitutionnel. Et c'est pourquoi vous allez voir en 1843, nombreuses réformes vont être opérées dans l'ordre constitutionnel, d'accord, haïtien. Tel que, vous remarquez, il y a ce qu'on appelle la fin du régime autoritaire du présidentialisme à vie. Il y a ce qu'on appelle l'interdiction et la dissolution du Parlement. C'est parce que auparavant, le pouvoir exécutif avait la prérogative de dissoudre le Parlement. Mais avec l'arrivée de la Constitution 43, eh bien, ce droit de dissolution n'appartient plus au pouvoir exécutif. Donc, le pouvoir exécutif ne peut pas dissoudre le Parlement. Vous remarquez qu'il y a l'instauration, il y a l'abolition des castes militaires en 1843. Pourquoi? C'est parce que c'était les militaires qui occupaient, eh bien, des postes au niveau des régions, sur le plan administratif. Eh bien, qu'est-ce qui va y arriver? Il y aura un gouvernement civil, eh bien, qui sera installé, donc, selon l'esprit de la Constitution de 1843. Même si on n'arrive pas à installer ces différents gouvernements, ces différents, eh bien, autorités civiles, donc, à la place, d'accord, eh bien, des militaires, à la place des préfets, mais par contre, c'était une constitution qui prône, eh bien, le libéralisme, qui prône la décentralisation effective.
Et vous allez voir, on arrive à limiter ce qu'on appelle le droit d'objection du président, d'accord, de la République. Auparavant, le président avait le droit d'objection, c'est-à-dire à chaque fois qu'il va promulguer une loi, donc il peut poser son veto. Mais en 1843, cette prérogative sera abolie. Même si le président va faire une objection ce qui a trait à la promulgation d'une loi, mais il faut que le Parlement donne son avis en ce qui a trait à un vote concernant deux de ses membres pour que ce droit d'objection, d'accord, puisse avoir son plein et entier effet. Donc c'est une belle question. Je pense que il faut qu'on mette l'accent sur la comparaison entre ces deux grandes périodes. J'aime poser cette question aux examens, comparer ces deux grandes périodes constitutionnelles en ce qui a trait à la fin de la première période et la fin de la deuxième période. Je m'arrête là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, nous allons entrer d'emblée dans la troisième période couramment appelée entre deux souverainetés parallèles avec l'arrivée de l'occupation américaine. Merci à tout le monde, à la prochaine.